Porquerolles, une île paradisiaque en Méditerranée, est désormais un laboratoire du développement durable à petite échelle. Avec seulement 250 habitants à l'année, mais 1 million de touristes par an, l'île fait face à un stress hydrique extrême et doit acheminer toute son eau depuis le continent. Les agriculteurs locaux doivent donc faire preuve d'ingéniosité, notamment avec cette technique dite du paillage plastique. On voit que là, même si ça a été arrosé il y a 2 jours, il y a encore une terre qui est très humide. Alors qu'en plein champ, en 2 jours, la terre est sèche et dure et ne retient rien du tout. Le projet Copain, comprenait collection, patrimoine et insertion, est à l'origine de nombreuses initiatives écologiques et solidaires. Ses employés sont des chômeurs en réinsertion et elle fonctionne en circuit court pour alimenter les habitants et les restaurateurs de l'île. Au menu de ce restaurant, des beignets de fleurs de courgettes cueillis le matin même. La fleur de courgette, c'est la courgette mâle et ici vous avez la courgette femelle qui est juste là. En habitant sur une île comme ça, on fait attention à l'eau, on fait attention à l'énergie, à tout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un engagement qu'on prend avec la nature. En fait, on ne sait pas, c'est envers soi-même, c'est rendre à Porquerolles ce que Porquerolles nous a donné, quoi. L'île abrite aussi une collection de plus de 100 variétés d'oliviers. Comparé à des collections similaires d'autres pays méditerranéens, ces arbres permettent aux scientifiques de mieux comprendre le changement climatique. On fait des relevés chacun de notre côté sur les différentes collections et on compare un petit peu la réaction des arbres au changement climatique par rapport à la date de floraison, de début de floraison, de pleine floraison et après de production. À l'heure où ces subventions publiques baissent, l'association veut désormais s'autofinancer en vendant sa production d'olives. Pourtant, les enseignements qu'elle tire en matière d'écologie peuvent être cruciaux. D'ici quelques années, le continent risque d'être confronté aux mêmes contraintes climatiques que l'île de Porquerolles. Ce camping-car de la Maison des Ados de Nevers sillonne les routes de la Nièvre depuis mars 2017. À son bord, Edith Bonin, infirmière, et Pauline Adam, psychologue, forment l'équipe mobile. Donc notre objectif, c'est d'aller à la rencontre des jeunes. C'est de pouvoir se déplacer dans les communes un peu plus reculées où voilà, il y a des populations parfois en difficulté, un peu de précarité, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Destination ce jour-là, le parking du collège de la petite ville de Luzy. Harcèlement, problèmes familiaux, mal-être, ici le camping-car devient un espace de parole neutre pour ados ayant besoin de vider leur sac. C'est le cas de Joseph, 15 ans, venu à plusieurs reprises suite à un décès dans sa famille. C'est des personnes qu'on ne connaît pas et ils nous posent des questions, on peut parler avec eux, dire ce qu'on veut, sans gêne, c'est plutôt bien. Si elle aurait été à Nevers, j'aurais pas pu y aller, donc c'est plutôt bien qu'elle se déplace. Orienté ici grâce à un solide partenariat avec l'infirmière du collège, dans l'ambiance feutrée du camping-car, les jeunes ne semblent pas hésiter à se livrer. Comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va. Ça va? Ça se passe bien le collège? Je peux échanger, j'arrive à raconter mes problèmes, j'arrive à trouver quelques solutions. Et puis je ressors, je suis bien, puis je sais que c'est confidentiel, donc je sais que ça restera ici et que ça sortira pas. La confiance qui s'instaure, un pari réussi, même s'il faut parfois envisager un suivi plus complet. C'est vraiment pour aller vers eux et déjà de faire un pas vers eux, des fois ça les engage à faire un pas vers nous. De voir un petit camping-car arriver, ça change et ça leur donne envie de venir. Et puis si on sent qu'il y a besoin de quelque chose de beaucoup plus soutenu, intensif, que ce soit au niveau psychologique ou éducatif, là on va les mettre en lien avec les structures les plus adaptées, les plus adaptées pour eux et pour leurs besoins. Grâce à son équipe de psychologues, éducateurs ou diététiciens, l'équipe mobile a aidé 137 jeunes en 2017. Et face à la demande croissante, la tournée du camping-car doublera dès la rentrée prochaine pour passer à 5 jours par semaine. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. À chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. À première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celles d'une mouche asiatique, la Drosophile Suzuki.
Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, ensuite le verre se développe à l'intérieur et la cerise devient toute molle, toute flasque et le jus coule très facilement. Bon, c'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En 2 ou 3 jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Et il n'y a pas grand-chose, il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficaces. Disons que là j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Oui. Car cette Suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe, comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. À la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Voilà, donc on a plus de tri, on a plus de personnel. Le coût de main-d'œuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Voilà, donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confrontés à ces surcoûts de production et impuissants à endiguer la progression de la mouche Suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaisse quasiment des étals d'ici 5 ans. Au pied des Piénines, la descente du Dunajec en radeau est une tradition vieille de près de 2 siècles. Frontière naturelle entre la Pologne et la Slovaquie, la rivière était jadis utilisée pour transporter du bois. Désormais, elle fait la joie des touristes. À bord de chaque radeau, ceux qu'on appelle les flotteurs de bois racontent la région, un métier de père en fils réservé à une élite. Pour être flotteur ici, il faut être un montagnard des Piénines. Il faut être né dans un village au bord de la rivière, y vivre, faire partie d'une famille de flotteurs. Depuis quelque temps, on tolère d'autres candidats venus d'ailleurs, mais uniquement à condition qu'ils s'installent et vivent ici. Les conditions de recrutement des flotteurs sont strictes. Pour postuler, il faut être un homme âgé entre 18 et 30 ans. Les 3 premières années, ce dernier doit se former avec un maître avant de passer les examens théoriques et pratiques. Seuls les maîtres peuvent naviguer lorsque le niveau du Dunajec est élevé, car sa profondeur variable, de quelques centimètres jusqu'à 18 mètres, présente de nombreux dangers. Je suis tombé plusieurs fois dans l'eau lorsque j'ai commencé le métier de flotteur. J'étais le timonier et ma perche s'est coincée entre des pierres au fond de l'eau. J'étais jeune, inexpérimenté et je ne voulais pas la lâcher, donc je suis tombé dans l'eau. La balade qui dure entre 2 et 3 heures offre des paysages pittoresques. La faune du parc national des Piénines est riche, mais l'endroit est surtout connu pour ses hautes parois rocheuses qui tombent à pic dans la rivière. C'est incroyable, je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'y a pas de paysage comme ça en Irlande, donc c'est très bien de le voir. D'en haut, la vue sur les Piénines et le Dunajec donne le vertige. Les plus anciens flotteurs ont descendu la rivière plusieurs milliers de fois et ne s'en sont toujours pas lassés. Ce domaine viticole d'Afrique du Sud, près du Cap, a fourni 12 000 bouteilles de vin l'an dernier. Sa particularité, ici, la patronne est une femme noire, dans un secteur dominé depuis plus de 3 siècles par une élite de quelques familles blanches. Cela fait 13 ans que je suis viticultrice. J'ai lancé Aslina, ma marque, il y a près de 3 ans. Aslina existe depuis 3 ans maintenant. J'ai baptisé mon produit du prénom de ma grand-mère. En 2004, elle devient la première vigneronne noire, 10 ans après la chute du régime raciste de l'apartheid. Elle a étudié l'œnologie à l'université en décrochant une bourse totalement inattendue. Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon et Chardonnay, sa production est pour l'instant entièrement vendue à l'étranger. Aux États-Unis, en Allemagne, au Ghana ou à Taïwan.
Lorsqu'on travaille dans le vin, on travaille avec la nature. Une fois que le vin a été tiré, puis a suffisamment vieilli et que vous pouvez enfin vous servir un verre, c'est tellement gratifiant. C'est comme un enfant qui vient de naître, un cadeau que vous avez attendu pendant si longtemps et qui est enfin là. Elle a rejoint une poignée d'autres vignerons noirs sud-africains. Ils ne sont que 2% dans la profession. Longtemps, la participation noire s'est limitée à ne fournir que des bras, souvent payés quelques bouteilles de vin. L'Afrique du Sud est l'un des 10 principaux producteurs de vin au monde. La plus grande difficulté des viticulteurs émergents, particulièrement lorsque vous êtes une femme noire, c'est de pouvoir garantir l'offre. Assurer à la fois la production et la création d'une marque nécessite un très gros investissement. Dans la plupart des cas, vous commencez d'abord par lancer votre marque, vous vous implantez petit à petit sur le marché et vous finissez par avoir vos propres vignes. Mais c'est un long processus. Aslina Wines vise les 18 000 bouteilles de vin en 2018 et rêve de conquérir un nouveau marché, la majorité noire sud-africaine, peu consommatrice de vin malgré l'émergence d'une classe aisée. La grisaille à perte de vue. En Belgique, le mois de décembre a été le plus nuageux depuis 1934 selon l'Institut royal météorologique. À peine plus de 10 heures de soleil sur l'ensemble du mois. Un manque de lumière qui pèse sur le moral et peut même causer un état dépressif. Quand on s'expose à la lumière au matin, ça inhibe la sécrétion de mélatonine qui favorise le sommeil et ça favorise plutôt le développement et la production d'hormones qui vont plutôt booster et permettre de faire la journée comme le cortisol. Et que si on n'a pas assez de lumière, on reste plutôt, ce qui est plutôt caractéristique de la dépression saisonnière, plutôt ralenti, plutôt fatigué. Avec 26 jours de précipitations sur l'ensemble du mois, décembre a également été anormalement pluvieux. Avec un nombre d'orages bien supérieur à la moyenne, 9 contre 3 habituellement. Un temps pourri qui mine le moral des Bruxellois. Quand il fait sombre, j'ai pas d'énergie. En fin de journée, je suis complètement en KO. Donc voilà, une petite lampe que je mets à côté de moi quand j'étudie et ça me rebooste, ça me donne de l'énergie. Quand il fait mauvais, on est dehors, on est mouillé, on a froid. Puis le moral en prend un petit coup aussi. On n'a pas envie de se lever, on serait mieux dans notre lit. Donc je pense qu'on a un grand besoin de soleil. Je pense qu'il est temps. Après le passage de la tempête Eleanor début janvier et de nouvelles rafales de vent attendues cette semaine, la Belgique devra encore attendre un petit peu le soleil et la promesse de jours meilleurs.